Dès le retour du lion, la guerre commença à changer. Alors qu'auparavant les Dark Angels avaient tâtonné aveuglément dans le Warp, ne voyageant qu'avec difficulté et incapables de coincer leur ennemi, ils se déplacèrent maintenant à une vitesse qui surprit les Night Lords. Sur Perditus, la première légion avait acquis une arme qui lui permettait de contourner les tempêtes qui isolaient une grande partie de la frange orientale, Tucholka. Cette nouvelle arme ajoutée dans leur arsenal à Perditus par le lion lui-même serait la clé de la victoire dans la croisade de Tramas. Pour que cette clé fonctionne, il fallait une serrure, un point critique où elle pourrait être maniée avec un maximum d'efficacité. Les Dark Angels manquaient de temps. Ils pouvaient difficilement se permettre 3 autres années de guerre à l'Est avec Horus fonçant sur Terra et des rumeurs inquiétantes s'échappant d'Ultramar déchirés par la guerre. Ils avaient besoin d'une bataille décisive, d'un terrain sur lequel ils pourraient briser les Night Lords et mettre fin à la guerre une fois pour toutes. Créer un tel champ de bataille serait le défi à relever, car les Night Lords opéraient en flotte de raids dispersés et rarement rassemblés en force. Leur point d'ancrage avait été découvert grâce à des données récupérées dans les épaves de navires détruits au-dessus de Tramas, une installation cachée au-dessus de l'un des mondes extérieurs du système de Sheol en ruine, abandonné il y a près d'1 an et jugé mort par les loyalistes. Pourtant, agir sur la base de ces informations la rendrait inutile, car une fois que les Night Lords auraient réalisé que leur base était compromise, ils l'abandonneraient comme ils l'avaient fait pour d'autres, et la guerre continuerait. Pour qu'il n'y ait qu'une seule grande bataille, les Dark Angels devraient la créer entièrement. La première étape du plan du lion pour y parvenir fut la destruction et le harcèlement des flottes des Night Lords, laissant la conduite de la guerre au sens large aux régiments survivants de la garde de nuit et aux seigneurs de Gul'Gorad. Rassemblant la puissance des vaisseaux de sa légion, le lion attendit et veilla. Lorsque ses alliés signalèrent l'apparition d'une flotte de Night Lords dans le système, il utilisa sa nouvelle arme pour mettre toute sa flotte à leur service, écrasant ceux qui essayaient de se battre et laissant fuir ceux qui choisissaient de s'échapper. En l'espace de quelques mois, après que 8 flottilles distinctes de Night Lords aient été dispersées, les fils du Night Hunter s'étaient pratiquement retirés du combat, choisissant de se cacher et d'attendre que la marée retombe. La deuxième étape du plan du lion consistait à fournir aux seigneurs de Gul'Gorad l'emplacement des vestiges de la Legio Victorum, les renégats les plus détestés de Gul'Gorad, provoquant délibérément une réponse immédiate des magos belliqueux du Monde Forge qui vidèrent leur garnison pour frapper les traîtres. Cette soudaine faiblesse dans la ligne des loyalistes, ouverte par l'assaut mal avisé des seigneurs de Gul'Gorad, était une opportunité que les traîtres ne pouvaient pas ignorer. Alors même que le Tagma de Gul'Gorad commençait sa propre bataille et demandait de l'aide, le lion rassembla déjà le gros de sa légion pour attaquer Sheol 9, où il savait que le Night Hunter devait faire de même pour se préparer à tirer profit de ce qui semblait être une autre bévue stratégique des forces de Gul'Gorad. C'était là qu'allait enfin se dérouler la bataille décisive souhaitée par le lion, organisée aux dépens des guerriers de Gul'Gorad qui allaient se lancer dans un assaut futile contre les éléments renégats de la Légion Victorum, en échange de la possibilité de paralyser les Night Lords. En raison de la nature de sa nouvelle arme, le lion ne pouvait pas recourir à des tactiques navales plus traditionnelles. Il n'y aurait pas d'escadron avancé pour repérer leur approche, et pas de lente consolidation d'armadas disparates à la périphérie du système. Au lieu de cela, la puissance rassemblée des Dark Angels, quelques 300 navires de classe capitale et le double en vaisseaux d'attaque et en navires plus petits, apparut à moins d'1 unité astronomique des planètes extérieures du système Sheol, dressées en formation serrée autour de l'ancien cuirassé Invisible Reason.
La flotte des Night Lords, peut-être 200 navires de classe capitale et 3 fois plus en torpilleurs et en frégates chasseurs-tueurs plus légers, avait été prise au dépourvu, beaucoup de ces vaisseaux étant encore à l'ancre dans des stations orbitales et la grande majorité de ces guerriers à la surface de la planète attendant d'être embarqués. Ces escadrons prêts à l'action se déplacèrent pour s'opposer aux éléments de tête de la flotte des Dark Angels, mais ne pouvaient guère faire plus que retarder les croiseurs lourds massés de la Première Légion. Une douzaine de vaisseaux de ligne des Night Lords furent détruits dans les premiers instants de l'attaque, mais les quelques précieuses minutes qu'ils achetèrent pour leurs frères permirent au reste de leur flotte de se préparer. Certains se déplacèrent pour former une défense cohésive, d'autres ont essayé en vain de transporter les troupes piégées sur Sheol 9, y compris le primarque Conrad Kurz lui-même, vers la sécurité relative de l'orbite, et quelques-uns ont pris le large et se sont glissés dans le warp. Les Dark Angels avancèrent, leurs navires si nombreux que, depuis la surface de Sheol 9, ils bloquèrent la lumière des étoiles, et les Night Lords qui restèrent n'eurent d'autre choix que de se dresser contre la marée à coque noire qui s'abattait sur eux. C'était là la bataille finale qu'ils avaient recherchée, le point culminant de la longue croisade dans laquelle ils avaient combattu, et le juste châtiment pour ceux qui avaient rejeté leur serment. Pourtant, malgré cela, il n'y a pas eu de discours émouvant ni de fin héroïque à la longue lutte pour la frange orientale. Au lieu de cela, les Dark Angels prirent des positions de tir et commencèrent un bombardement systématique des Night Lords, nombre de leurs anciens croiseurs reliques étant capables d'engager l'ennemi avec précision à une portée bien plus grande que celle à laquelle leurs adversaires pouvaient facilement répondre. Ce fut un massacre mené avec une précision froide et sans passion. Des escadrons entiers de vaisseaux des Night Lords étaient mis en pièces avant même qu'ils ne puissent répliquer à l'assaut. L'ennemi qu'ils avaient acculé refusait de mourir d'une fin ignominieuse comme le devraient les traîtres, et répondirent avec la détermination et la dignité obstinée que l'on attend des héros de la Grande Croisade. La plupart des vaisseaux restants de la 8e Légion menèrent une charge massive, tandis que les autres restèrent en orbite autour de Sheol 9, luttant toujours pour ramener les guerriers de la Légion à bord. Les croiseurs d'attaque des Night Lords prirent d'assaut l'avant-garde, ceux de tête subissant d'horribles dégâts lors du tir précis des Dark Angels, servant de bouclier à ceux qui se trouvaient derrière pour atteindre le champ de tir. Séparés comme un banc de prédateurs aquatiques mortels et voraces, les Night Lords se divisèrent en une douzaine de formations plus petites et frappèrent la ligne des Dark Angels en déclenchant une furieuse tempête de feu à bout portant. Les lignes des Dark Angels se divisèrent, un certain nombre de leurs navires s'enflammèrent et furent jetés hors de leur formation, mais ne s'étaient pour autant pas brisés. Les vaisseaux des Night Lords se jetèrent sur les ouvertures qu'ils avaient forcées, sauvant autant de leurs propres navires que de coques brisées dans la tentative. Sur la centaine de vaisseaux de guerre qui étaient partis au combat, à peine 50 survécurent pour percer les lignes de la flotte de la Première Légion, beaucoup d'entre eux ayant été délibérément mutilés et laissés sans défense dans le vide, puis abordés par les guerriers du Lion, pour être pris comme trophée de guerre. Les survivants ne s'étaient pas précipités pour un second assaut ou pour sauver leurs frères blessés, mais ont préféré se rendre à la périphérie du système et à la sécurité de l'espace profond, refusant de laisser les Dark Angels se livrer à un massacre complet car leur survie serait pour les Dark Angels une victoire amère. La flotte de la Première Légion n'avait pas lancé de poursuite, choisissant plutôt de se rapprocher des navires qui se trouvaient encore en orbite autour de Sheol 9, ceux ayant choisi de sauver les Night Lords comme force de combat. Avec une malice délibérée, les Dark Angels encerclèrent Sheol 9, un petit monde par ailleurs insignifiant, et commencèrent à démembrer les Night Lords qui avaient courageusement choisi de rester et de tenter de sauver leurs frères échoués à la surface.
La principale force de la flotte des Dark Angels se concentra sur les navires de tête de la défense ennemie, le cuirassé de classe Gloriana Nightfall qui était le vaisseau amiral de Kurz, et les croiseurs lourds Shroud of Eventide et le Feral Heart, qui tentèrent désespérément de protéger le vaisseau amiral, subissant presque autant de dégâts qu'ils en infligèrent dans leur empressement à mettre fin au Night Hunter. Kurz, cependant, n'était pas à bord du Nightfall, mais en surface, un fait qui n'avait été révélé que lorsque les Dark Angels avaient commencé à débarquer leurs propres troupes, cherchant à mettre fin aux Night Lords en détail, à la fois en orbite et au sol. La bataille pour Sheol 9 était rapidement tombée dans la folie et le chaos, les deux armées ayant du mal à suivre les événements en détail et étant enchaînées aux petites batailles dans lesquelles elles se trouvaient prises. À travers l'espace orbital, les vaisseaux des deux flottes commencèrent à se mêler, pris dans des duels désespérés et des abordages brutaux, tandis que les coques brisées et les détonations des mourants se révélaient aussi mortelles que des ennemis vivants. Les aéronefs de débarquement et les navettes des Night Lords menèrent un combat séparé pour amener leurs troupes aux quelques vaisseaux encore capables de les prendre à bord, tandis que les intercepteurs et les frégates des Dark Angels les pourchassaient sans pitié. En bas, sur le rocher gris et stérile de Sheol 9, les Night Lords luttèrent pour maintenir la ligne autour des quelques postes fortifiés où ils pouvaient embarquer en toute sécurité. Certains détachements menèrent des raids contre les propres points de débarquement de la Première Légion, et d'autres se sont battus pour détruire leurs propres arsenaux cachés avant que la Première Légion ne s'empare des armures lourdes et équipements qui ne pouvaient être évacués. Le Night Hunter, lui, rôdait sur le champ de bataille, tuant dans une frénésie sauvage et criant pour que son frère lui fasse face, laissant sa légion sans chef et divisée face à l'assaut de la Première Légion. Pendant 2 longues heures, les Night Lords ont tenu bon, tant en orbite qu'en surface, tenant à distance le nombre impressionnant de Dark Angels avec une pure méchanceté sanglante, et un compte de guerriers tombés et de navires détruits qui dépassait l'entendement. En orbite, le nombre de navires opérationnels des Night Lords était largement inférieur au nombre de carcasses flottantes détruites, tandis qu'en surface, il n'y avait aucune compagnie ou détachement qui n'avait pas subi de pertes débilitantes. En l'espace d'une seule courte bataille, les Dark Angels avaient détruit un quart de la 8e Légion et menaçaient de les ensanglanter davantage à chaque instant qui passait. Ici, au sommet de la croisade de Tramas, le Lion et le Night Hunter se sont à nouveau rencontrés dans un combat mortel, l'un cherchant la mort et l'autre la vengeance. Leur affrontement fut bref mais vicieux. Pas de duel honorable, mais une rixe malveillante qui laissera le Night Hunter brisé et en sang. Le lion aurait achevé son frère tombé, sa colère soulevée par la destruction qu'il avait été forcé de déchaîner sur la frange orientale, si les capitaines des Night Lords n'avaient pas engagé la dernière de leurs réserves pour le retenir. Une compagnie entière de Night Lords s'était sacrifiée pour couvrir les guerriers qui traînèrent le Night Hunter comateux jusqu'au dernier des Stormbirds, donnant leur vie pour contrecarrer la vengeance du lion. Le Nightfall et ses compagnons restèrent coincés en orbite pendant que le Night Hunter s'échappait à bord de l'Excoriator. Battu par l'assaut incessant des navires des Dark Angels qui les entouraient, le Nightfall était infesté de torpilles d'abordage et de cadres brutalement efficaces de saboteurs de la Firewing. Même si leur primarque avait été sauvé, bien que ses blessures pouvaient lui être fatales, les Night Lords auraient été condamnés sans la destruction du Feral Heart. Le croiseur d'assaut gravement endommagé, seul le pont étant encore sous le contrôle des Night Lords alors que les vétérans de la Firewings découpaient les dernières cloisons, fit exploser son moteur Warp plutôt que de permettre la capture du navire. Le vaisseau mourant se déchira dans l'espace réel sur une vaste zone, annihilant les navires pris dans l'onde de choc et découpant des morceaux des flancs de ceux qui se trouvaient trop près de lui, offrant une ouverture dans le filet de la flotte des Dark Angels. Le Nightfall s'y engouffra,
utilisant son énorme volume pour écraser le croiseur Unyielding Duty et les autres navires de la flotte qui suivirent. Les croiseurs Nightlords Absolute et Crown of Ashes, derniers de la flotte en fuite, firent demi-tour pour permettre à leurs frères de gagner du temps afin de ralentir les Dark Angels, surchargeant leurs armes pour délivrer salve après salve, pendant que les Dark Angels les découpaient en morceaux. Les Nightlords survivants n'avaient pas attendu d'atteindre les limites du système et le point de Mandeville, mais activèrent leur moteur warp juste à l'extérieur de la faible attraction gravitationnelle de Sheol 9. 3 autres navires y périrent, leur moteur warp ayant subi des pannes catastrophiques, résultat d'une manœuvre désespérée, et le reste tomba dans la sécurité douteuse du warp. Les Dark Angels restèrent en poste au-dessus de Sheol 9 pour éradiquer les survivants. Une fois la bataille pour le système Sheol terminée sur la surface de sa 9e planète, au milieu des cendres du dernier des mondes brisés en date par ses mains, le lion rumina les paroles de Konrad Kurz. Des armes brutales, tous autant que nous sommes, trop dangereuses pour être employées sans qu'il n'y ait un prix à payer. C'est tout ce que l'histoire retiendra de nous, et même de toi, Lion, même de toi. Dans les vastes nuages de débris qui tournaient en orbite autour de Sheol 9, et avec les dérives de cadavres à sa surface, se trouvait la fin de la croisade de Tramas. Plus de 3 ans de sang et de mort avaient amené les loyalistes et les traîtres dans ce lieu sombre. Il n'y avait pas eu de défilé de la victoire ni de lauriers accordés à ces héros, seulement des places vides dans les rangs. Pour les Nightlords, ce fut le glas de leur légion, car près d'un quart de ceux qui avaient survécu à la guerre jusqu'alors gisaient maintenant morts à la surface de Sheol 9, et la flotte jadis importante de la 8e Légion était réduite à l'ombre de son ancienne gloire. Le Night Hunter était l'emblème même de sa légion, car bien qu'il ait survécu, ses blessures étaient si graves que tous ceux qui le voyaient parlaient de lui comme d'un mort. Une moitié de sa légion anéantie craignait qu'il ne se relève jamais, et l'autre moitié blâmait sa responsabilité dans leur propre humiliation, se convainquant que cela était vrai. Au lendemain de Sheol, il ne restait plus grand-chose de la 8e Légion. Autrefois si fière que ceux qui l'avaient connue dans les jours lointains des guerres d'unification n'auraient pas pu la reconnaître. Comme leur primarque, la Légion des Nightlords fut blessée à mort, et ses guerriers se trouvèrent au bord de leur propre guerre civile. Sans la menace de la colère du Night Hunter, beaucoup de seigneurs de guerre de la Légion n'avaient pas de raison de poursuivre la guerre d'Horus, alors qu'ils pouvaient s'occuper de leur propre divertissement. Triste rappel du sort de Nostramo. Si cette situation avait été laissée à l'abandon, il est probable que les Nightlords auraient cessé d'exister en tant qu'armée cohésive, vouée à se désintégrer dans des bandes de pirates et de brigands itinérants. Au lieu de quoi, elle aurait sombré dans la folie. Sévatar et les Atramentars apportèrent la mort aux leurs en menant une guerre courte et brutale pour redonner un sentiment d'unité et un but à la Légion brisée. Prenant le pouvoir et mettant en place un nouveau conseil pour diriger la Légion, Sévatar laissa ceux qui ne pouvaient pas servir dans ces nouveaux Nightlords se glisser dans l'ombre du secteur de Tramas, tandis qu'il rassemblait les derniers survivants auprès de lui sur la petite et insignifiante étoile de Ketesh. C'est là que les Nightlords allaient rencontrer l'humiliation finale lors de leur longue bataille contre les Dark Angels. Ayant rassemblé les survivants de la flotte, appelant les navires depuis les points de ralliement à Irkesh, Thor et les autres étoiles, les Nightlords avaient pensé obtenir un bref répit, mais cela ne devait pas se produire. Alors même que les Nightlords se préparaient à quitter la frange orientale, les Dark Angels leur tombèrent dessus une fois de plus. On ne peut pas parler de bataille, car la première légion était tellement plus nombreuse que ses proies et les avait tellement surprises
qu'il ne s'agissait pas de savoir s'ils allaient crier victoire, mais plutôt de savoir combien de navires renégats allaient pouvoir échapper au massacre. Une fois de plus, le facteur décisif serait les actions imprévisibles de Konrad Kurz qui, se réveillant de sa torpeur à bord de l'Excoriator, alors que les Night Lords luttaient pour s'échapper, ordonna un dernier abordage du navire amiral des Dark Angels. C'était un effort futile et voué à l'échec. La manifestation du dépit amer et suicidaire du Night Hunter, et cela allait coûter cher à sa légion. Sur les plus de 100 000 guerriers de la 8e Légion qui étaient entrés dans le conflit, moins de 60 000 échapperont à l'embuscade de Sheol 9, le Night Hunter lui-même comptant parmi les perdus, vu pour la dernière fois en train de combattre le lion à bord de l'Invisible Risen, aux côtés de ses Vatars et des Atramentars. Ce fut donc la fin de la 8e Légion. Le dernier souffle des guerriers qui avaient gagné la Grande Croisade pour être libérés des contraintes de ces restrictions et le début de quelque chose de bien plus sombre. Même pour la Légion que l'histoire enregistra comme vainqueur, la saveur de son triomphe était cendrée et les lauriers qu'elle portait étaient façonnés à partir des os brûlés d'un empire. Bien que les Dark Angels n'aient perdu qu'une fraction des pertes infligées aux Nightlands avec pas plus de 10 000 guerriers tués au combat, ils avaient dépensé une autre garantie afin d'assurer la destruction finale de leur ennemi. La détermination de la Première Légion et de son primarque avait été mise à l'épreuve, leur désir de victoire se heurtant à leur volonté de démolir l'Imperium pour éviter que l'ennemi ne s'en empare. C'était une épreuve à laquelle Lionel Johnson avait été confronté à de nombreuses reprises dans le passé. La mort d'un monde considéré comme un faible coût à payer pour l'avenir de l'Imperium tout entier, mais cette guerre-là était bien différente. Elle exigeait des sacrifices d'une ampleur qui éclipsait même celle de la Grande Croisade, avec des centaines de mondes laissés à l'abandon pour que des batailles puissent être gagnées ailleurs, où des populations entières étaient passées au fil de l'épée pour ne pas être poussées au service de l'architraître. S'il n'y avait quelqu'un d'autre que le lion, il aurait peut-être hésité. Sanguinius aurait déploré le coup en vie innocente, et Guilliman aurait abhorré la ruine des mondes productifs. Mais Lionel Johnson avait depuis longtemps endurci son cœur à de telles épreuves. Il n'y avait qu'une seule petite fissure dans l'armure que le lion avait forgée autour de son âme, une seule faiblesse qui l'avait beaucoup peiné dans les derniers jours de la campagne de Tramas. C'était une blessure infligée par le Night Hunter. Pas une blessure gravée dans sa chair, non, car les primarques avaient toujours été rapides à guérir des blessures les plus graves, comme vous le savez. Mais plutôt une obscurité dans son cœur. Les mots de Konrad Kurz le hantèrent. « Même de toi, Lion, même de toi. » Il ne se souciait pas que d'autres puissent le mépriser pour ses choix, car il croyait que l'histoire le rachèterait, mais que ses méthodes ne le rendaient pas différent de Kurz, du Night Hunter, était une lame posée contre son cœur. Tous les sacrifices qui avaient été faits pour construire l'Imperium et préserver le rêve d'unité de l'Empereur étaient sa fierté, son devoir, payé avec son propre sang et celui de ses fils. Le fait qu'il soit considéré comme l'égal de la boucherie perpétrée par des brutes comme Kurz ou Angron l'avait rapproché de la colère, de la rage aveugle, que toute autre insulte ou blessure n'avait jamais été faite. Le lion se demandera si, dans les derniers jours de la guerre dans la périphérie orientale, il avait agi par nécessité cruelle ou sous l'impulsion de sa propre haine pour Kurz. Pour Tramas et ses mondes brisés, il ne pouvait plus rien faire. Les remords de toutes sortes étaient assimilables à la folie du lion. Le secteur avait été ruiné dans la cause de l'Imperium, un sacrifice de plus offert pour un avenir que l'empereur avait promis à ses fils, et il n'avait plus aucune valeur dans la guerre contre Horus. Le lion partit donc,
ni en triomphe, ni en défaite, mais avec un sentiment de fierté fragile qu'une fois de plus, la première légion avait fait irruption dans les mâchoires de l'enfer et en était sortie ensanglantée, mais intacte. Si cette rébellion devait être le test final de sa détermination, il l'affronterait de front, se montrerait meilleur que ses frères qui étaient tombés dans leurs propres désirs et haine égoïstes. De sa main, l'Imperium serait sauvé, et il ne tolérerait pas qu'on cherche à y mettre fin au nom de ses propres sacrifices et du devoir qui lui avait été confié par l'empereur lui-même. À partir de Tramas, le Lion tourna ses navires non pas vers la lointaine Terra, toujours enveloppée de tempêtes, mais vers Ultramar et son frère Guilliman, car de terribles rumeurs l'avaient atteinte depuis Tigrus. Elle parlait de destruction et de mort, de la trahison des World Eaters et des World Bearers, et d'une nouvelle bannière hissée parmi les ruines de son impérium. Un rebelle s'était déjà levé et tomberait entre les mains du Lion, et si un autre avait osé se lever, il subirait le même sort. Les Dark Angels quittèrent Tramas en ordre de bataille, les canons prêts et les lames aiguisées. Puis, ils mirent leur cap sur une nouvelle cible et vers une destination singulière, vers l'Imperium Secundus.